Hello, c'est Alice. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast BCG Women's Stories. Quelle est la réalité du travail dans un prestigieux cabinet de conseil ? Comment maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle au quotidien ? Comment évolue-t-on dans cet univers en tant que femme ? Voilà beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités, des talents féminins aux profils variés qui chaque jour, à leur manière, façonnent leur parcours de carrière. Alors que vous soyez étudiante, jeune diplômée ou expérimentée dans le monde du travail, vous découvrirez à travers ces témoignages sincères, inspirants et toujours passionnés qu'au BCG, il n'y a pas de modèle unique et c'est ce qui fait la force des équipes et du groupe. Pour ce nouvel épisode, j'ai rendez-vous avec Julie. Elle a rejoint le BCG il y a plus de 8 ans en tant que consultante. Elle est aujourd'hui principal, c'est-à-dire chef de projet senior, avec comme sujet de prédilection la sustainability. Vous allez voir, elle a un parcours un peu atypique et plein de choses à nous raconter. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, tu travailles depuis 8 ans au BCG. On va avoir plein de choses à se raconter aujourd'hui. Mais avant tout, je serais curieuse de savoir quel a été ton parcours universitaire. Quelle étude est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu retiens de ces années-là ? Alors moi, j'ai fait des études assez originales pour une consultante au BCG puisque j'ai fait la fac des études d'économie. J'y ai passé mes 5 ans avec une année d'Erasmus à Madrid. Ce que je retiens de ces années-là, je retiens beaucoup de liberté dans les choix de ce qu'on faisait en fait. J'ai pas suivi le parcours classique au sein de Dauphine non plus. J'ai pris une spécialisation en économie industrielle, stratégie d'entreprise et après un master en affaires internationales. Et je retiens vraiment le fait de pouvoir choisir au sein de cette fac les options, les matières et une grande liberté du coup dans le choix du cursus et du coup des compétences qu'on développait à la fin. Et puis la liberté parce qu'à la fac, si t'as pas envie d'aller en cours, il y a personne qui est derrière ton dos pour le vérifier, donc c'est à toi de te prendre en main et de le faire si t'as envie, et donc ça marche si toi tu y vas. Donc c'est vraiment ça ce que j'en retiens. Mmh. Donc on est donc à la fin de tes études, tu t'apprêtes à rentrer sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu recherches à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu attends de ton futur métier ? Alors, j'avais envie de faire quelque chose où j'allais me sentir utile. J'avais fait un stage pendant mes études au ministère de l'écologie. J'avais déjà développé une sensibilité, on analysait les rapports de développement durable, donc j'avais envie de rester dans ces thématiques-là. Et en même temps, je m'étais rendu compte que j'avais besoin d'un peu d'adrénaline. Parce que si la liberté de la fac m'avait bien été pour me dire c'était à moi de me motiver, je sentais que j'avais besoin d'un certain rythme et d'un peu d'adrénaline. Et c'est comme ça que j'ai été mise en contact avec l'équipe d'investissement socialement responsable de chez Amundi, qui s'appelait Crédit Agricole Asset Management à l'époque. Ça ne me rajeunit pas. Et donc, en fait, c'était déjà un aspect finance de marché et analyse socialement responsable, environnement. Donc, il y avait à la fois mettre en application ce que j'avais pu apprendre pendant mes études, développer ma sensibilité environnementale dans un rythme qui était celui du marché financier, donc avec une certaine adrénaline qui était ce que je cherchais. Tu connais d'abord 2 expériences professionnelles assez longues, donc plus de 3 ans chez Natixis Securities, puis 2 ans chez Merrill Lynch. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces années-là ? La rapidité d'exécution d'abord, parce que comme je te disais, on était sous un rythme, une pression de la journée du marché, pouvoir répondre à la demande du client, s'adapter parce qu'on reçoit des requêtes de clients pour faire des analyses supplémentaires ou aller découvrir un nouveau secteur. Donc vraiment le fait de s'adapter tout le temps que j'ai développé pendant ces années-là, de créer la relation client, puisque j'avais des clients qui étaient des analystes chez les gérants de portefeuille. Donc développer la relation client, c'est aussi ce que j'ai aussi beaucoup développé pendant ces années-là. Et puis bien sûr des compétences fondamentales sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance qui me passionnaient dans pas mal de secteurs. On reviendra sur ces sujets-là qui sont tes sujets de prédilection. Donc en 2013, tu rejoins le BCG. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le conseil à ce moment-là ? Alors, si on est parfaitement honnête, c'est un très grand concours de circonstances. C'est pas la réponse typique des gens ici, mais moi, j'ai pas candidaté au BCG. J'ai été chassée, en fait, sur LinkedIn pour rejoindre le BCG. La première fois où où la chasseuse m'a contactée, c'était un moment où, personnellement, j'étais pas très en forme. Je venais de perdre quelqu'un dans ma famille, j'étais pas disponible. Donc, j'ai écarté la proposition. Et puis, la chasseuse m'a dit, je pense que ça vous plairait vraiment, reparlons-en dans quelques mois. Et elle est revenue 3 mois après et j'ai passé les entretiens du BCG.
mais presque sans savoir, juste parce que je trouvais ça marrant, le concept des études de cas, je trouvais le processus de recrutement hyper intéressant, une vraie manière de tester les gens sur le fond, leur manière de réfléchir. Je me suis amusée pendant ces processus, mais je ne savais pas que j'avais envie de venir au BCG jusqu'au jour où j'ai accepté l'offre. Et tu sais ce qui leur plaisait dans ton profil pour venir te chasser comme ça et te laisser une opportunité et même te laisser prendre ton temps en fait pour revenir sur cette opportunité-là? Alors, je pense que c'est le mode de fonctionnement du BCG qui est intrinsèquement en croissance, qui fait qu'il n'y a pas d'urgence. Et donc ça, c'est aussi ce qui a marché. On m'aurait dit c'est maintenant ou jamais. La première fois qu'on m'a contactée, je ne serais pas venue, mais on m'a laissé ce temps-là comme on le laisse à tous les candidats. Donc c'est parce qu'il y a une vision de croissance et du coup un besoin structurel de recruter des gens. Après, sur mon profil, certainement mon expérience en finance de marché et puis déjà ces compétences environnement, social, gouvernance que j'ai un peu commencé à développer à ce moment-là et encore plus maintenant, qui n'étaient pas si répandues à l'époque. Donc arriver avec ce profil-là de banque d'affaires, d'une certaine exigence, un certain rythme de travail et ces compétences-là, c'était plutôt atypique. Alors justement, ces compétences, donc tu es spécialisée assez tôt sur les questions d'investissement responsable, d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, tu es spécialisée sur les sujets sustainability. Pourquoi ce sont des thématiques qui t'ont attirée et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? C'est des thématiques qui m'ont attirée parce que je trouve qu'en abordant ces sujets, on arrive très vite à d'abord à un impact sur la société, ça tout le monde le dit, mais c'est vrai, c'est pas juste une manière de faire du business, c'est aussi de faire quelque chose qui a une contribution positive ou en tout cas qui limite les contributions négatives quand les activités sont par essence polluantes et qui essayent d'optimiser ça. Donc me dire qu'on est capable de mélanger une exigence et une compétence business à une volonté, des convictions personnelles, je trouve que ça c'est une super combinaison. Ces sujets sont de plus en plus rigoureux aussi et nécessitent des compétences analytiques, donc pour ça aussi je trouve que c'est intéressant. Et puis c'est infini, il y a tous les jours un nouveau sujet, en fait on ne tourne pas du tout en rond. Je vais être un petit peu caricaturale, mais quand je voyais mes collaborateurs, mes collègues en analyse financière qui en étaient à leur 25e saison de publication des résultats financiers qu'ils allaient analyser sur la même entreprise alors qu'ils avaient 7-8 ans de carrière, il y avait un côté très répétitif. Dans la sustainability, le champ des sujets, des problématiques, il se renouvelle tout le temps. On ne peut pas se lasser entre toutes les problématiques d'un secteur, passer d'un secteur à un autre, passer de la banque au secteur de l'énergie, ensuite au secteur du luxe, du pilier environnemental au pilier social, voir l'impact des uns avec les autres. C'est tellement intimement lié aussi à l'actualité, la crise du Covid qui est une crise de biodiversité dont on parle forcément énormément, qui nous ramène à ces sujets ESG, environnement, social, gouvernance. Enfin, c'est d'être plongé dans l'actualité avec des sujets qui imposent une certaine rigueur analytique aussi, qui vont avoir un impact, qui sont en lien avec mes convictions personnelles et dont le champ est super large. Donc intellectuellement, c'est extrêmement stimulant. Tu es d'abord recrutée en tant que consultante au BCG. Comment ça se passe l'intégration au BCG après plusieurs années en dehors du secteur du conseil? Encore une fois, ça ne va pas être forcément la réponse la plus politiquement correcte, mais la première année, elle est difficile. C'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui vient de l'industrie d'apprendre la manière de faire BCG que pour une jeune recrue qui sort de l'école et qui est entre guillemets beaucoup plus malléable ou façonnable à la manière de faire. On dit toujours qu'il faut désapprendre pour apprendre au BCG et ensuite pouvoir exploiter ses compétences. C'est ça qui est difficile, c'est d'avoir au départ un champ de compétences et d'avoir l'impression de ne pas savoir comment les restituer à la manière de faire BCG parce que la culture ici est très forte et les rituels sur les manières de transmettre l'information, de réfléchir, de restituer sont très ancrés et il faut les apprendre. Et honnêtement, donc cette première année, je l'ai trouvée difficile. Mais après, quand on a entre guillemets, passé cette première étape, moi, je me suis amusée pour le coup vraiment de manière exponentielle. Et pour la petite anecdote, ce ressenti, je ne suis pas du tout la seule à l'avoir. Et on a donc monté, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, une initiative au BCG qui s'appelle Ibiki, qui est là pour pouvoir aider toutes les personnes qui viennent de l'industrie ou d'autres cabinets qui rejoignent le BCG en cours de carrière à s'intégrer et à partager les difficultés qu'on rencontre nous qui ne sont pas les mêmes
quand on arrive en cours de carrière que quand on arrive en étant une jeune recrue. Et c'est ce mentorat ou cet accompagnement, ce partage de retour d'expérience qui rend un peu la première année, les premières épreuves un petit peu plus faciles à surmonter. Concrètement, ça passe par quoi cet accompagnement ? On se présente au cours de la semaine d'intégration en démystifiant un petit peu les choses, en annonçant un peu ce que les gens risquent d'avoir devant eux. Ensuite, on a développé un système de parrain-marraine. Donc, on a tous, par promotion de nouveaux arrivants, 1 ou 2 personnes dont on est référent, avec qui on prend un café la première fois pour se présenter. Et ensuite, c'est un petit peu à la main de chaque consultant d'en faire... J'aime souvent dire ce qu'ils en veulent. C'est-à-dire que certains, moi, me recontactent très régulièrement. Je prends des cafés, on déjeune, et certains sont même devenus des amis. Et après, des référents Ibiki comme moi. D'autres, j'en entends plus du tout parler parce qu'en fait, ils ont réussi à s'intégrer autrement dans le système et ils n'ont pas eu besoin de nous. Mais ça va du simple café au fait de relire un débrief d'Eval qui a été reçu par son chef de projet, dont on ne sait pas forcément comprendre qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes ou quels sont les signaux faibles, à donner des conseils quand on envisage de se spécialiser dans une practice, dans un secteur. Voilà, ça peut prendre plein de formes variables, mais c'est surtout partager son expérience. Et quels sont les projets qui t'ont le plus marqué depuis tes débuts au BCG ? Alors, il y en a plusieurs qui m'ont marqué pour des raisons différentes. J'en prendrai un de mon étape de consultante où j'ai passé 9 mois, entre 4 et 5 jours par semaine chez le client en immersion complète. C'était pour la préparation d'une fusion entre deux entreprises. Et on était vraiment tout le temps sur le terrain, impliqués avec leurs équipes. Je me sentais presque de leurs équipes plus qu'une consultante du BCG en mission chez eux. Le jour où la fusion est devenue officielle, où ça s'est entériné, il y a eu une grande fête, on était tous invités. Moi, je me sentais aussi joyeuse qu'eux que ça arrive enfin, effectivement. Voilà, donc c'était la sensation d'être vraiment partie prenante à un projet, intégrée à une équipe qui n'était pourtant pas la nôtre, mais je veux dire un peu la connexion entre le client et le cabinet de conseil, je l'ai rarement vécu de manière aussi intense que là-bas, donc celui-là m'avait beaucoup marqué. Et après, dans ma carrière de chef de projet, parmi les projets qui m'ont marqué, alors il y en a un qu'on fait de manière récurrente. Au cours des dernières années, on a accompagné une ONG qui s'appelle Solidarité Internationale en leur offrant 1 fois par an un projet de 6 semaines pour les aider sur des problématiques stratégiques. Et donc Solidarité Internationale, c'est une ONG qui fait des infrastructures en eau, notamment dans les pays en situation de détresse, de catastrophes naturelles, ainsi de suite. Et pouvoir les voir grandir et les aider et appliquer à une ONG les questions et la rigueur analytique qu'on a sur d'autres clients et les retrouver d'une année sur l'autre et voir les équipes évoluer, ça je trouve ça génial parce que c'est assez rare, donc ça fait 6 ans qu'on travaille avec eux et les suivre dans la durée c'est top. Après un grand projet qui m'a marqué récemment, on a accompagné sur 2021 la Banque internationale Standard Chartered dans la préparation de son annonce de sa roadmap, sa feuille de route pour être net zéro en 2050. La banque avait annoncé qu'il travaillait dessus en début d'année 2021 et voulait revenir avec une feuille de route détaillée en fin d'année. Et on les a accompagnés pendant toute cette année jusqu'à la publication, juste avant le début de la COP, de leur feuille de route pour dire concrètement comment est-ce qu'ils allaient travailler dans chacun des secteurs qu'ils finançaient pour ne plus financer des missions à horizon 2050. C'est une des premières banques à avoir vraiment publié une feuille de route hyper détaillée à la maille des secteurs. Donc ça, c'était un projet très marquant. Depuis 3 ans, tu es principal, après avoir été consultante puis project leader. Qu'est-ce qui a changé dans ton rôle, dans ton travail au quotidien ? C'est difficile de te répondre exclusivement professionnellement parce que le moment où je suis passée principal, donc chef de projet senior, coïncide avec le moment où je suis devenue maman. Donc forcément, les deux sont un peu liés, en tout cas pour moi. Au niveau purement professionnel, il y a une responsabilité encore plus forte parce qu'on te donne des projets plus gros où on te demande de faire aussi plus de choses à côté pour contribuer à la vie du bureau. Moi, ce que je ressens beaucoup, c'est une autonomie. Alors peut-être que je l'ai encore plus prise parce que je jongle entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, mais l'impression d'être beaucoup plus attendue sur le résultat, mais beaucoup moins suivie au quotidien, vraiment de manière rapprochée. J'ai beaucoup plus d'autonomie dans la gestion de mon temps, dans le temps que j'alloue aux choses. Quand je propose de configurer une équipe d'une certaine manière ou une méthodologie, je sens que j'ai beaucoup plus la main en fait là-dessus. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment la liberté et la responsabilité qui s'accroît vraiment pour moi. On l'a dit tout à l'heure, ça fait 8 ans que tu es au BCG, mais au cours de ton parcours ici, tu as fait une pause pour travailler dans une ONG. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Ouais, elle n'était pas si petite cette pause. Je suis partie 8 mois, au final 6 au départ, qui se sont prolongés. C'est parti dans le cadre de BCG, donc je venais d'être promue chef de projet. J'étais même, pour tout dire, à la semaine de formation des chefs de projet et on a reçu un email d'un des directeurs associés du BCG qui se trouve être par ailleurs impliqué à titre personnel dans cette association qui s'appelle Aurore, qui fait notamment de l'hébergement d'urgence pour les personnes à la rue, les migrants, et qui cherchait quelqu'un d'un profil consultant ou jeune chef de projet pour venir les aider pendant 6 mois à construire ce qu'on appelait leur stratégie d'acquisition hôtelière. L'idée était de se dire qu'avec le niveau des taux d'intérêt, il était plus intéressant pour eux et pour le modèle social d'Aurore d'acheter des immeubles et de rembourser des emprunts que de payer toutes les nuits des nuits d'hôtel à des hôteliers. Ça leur coûtait pas plus cher, voire même parfois moins cher, et donc le reste de la subvention de l'État qui touchait pouvait être utilisé pour pouvoir financer des éducateurs ou des travailleurs sociaux qui allaient accompagner les familles hébergées. Et donc on avait besoin de construire un business model pour se dire quelles étaient les tailles d'hôtels qui étaient intéressants, réfléchir à visiter des premiers biens, voir quelles étaient les modalités de financement de ces biens-là, les emprunts, les structurer. Donc voilà, j'étais partie pour faire ça pendant 6 mois. Et finalement, au bout de 6 mois, on était sur le point de signer les 3 premiers hôtels. Donc on a décidé de prolonger de 2 de plus pour que j'aille jusqu'au bout de la transaction. Ça a été une aventure incroyable pour moi. Là encore, si on dit les choses très franchement, quand je suis partie, je ne me suis pas forcément imaginé revenir au BCG. Je m'étais dit, j'en profitais peut-être pour regarder autre chose ou me découvrir une vocation. Et finalement, j'ai vraiment adoré ces 8 mois où j'ai commencé en faisant aussi un petit peu de terrain pour savoir un peu quel était le contenu et le concret de ce qu'on faisait. Aller ouvrir des gymnases le jour où on évacuait des camps de migrants, Porte de la Chapelle, ça passait par là, avant de faire après tout le travail plus de structuration de l'offre. Mais j'ai adoré ça a donné du sens, j'ai adoré cette pause, mais si je suis très honnête, j'ai jamais été aussi contente d'être au BCG qu'en y rentrant. En fait, j'étais ravie de revenir, ce que j'aurais pas imaginé en partant, donc c'était une vraie leçon pour moi de partir, de pas forcément m'attendre à revenir et de... En fait, en étant loin, me rendre encore plus compte de toutes les choses qui faisaient que le BCG, c'était super chouette et d'avoir finalement encore plus envie d'y revenir. Et c'est quelque chose de courant de pouvoir faire des pauses comme ça dans sa carrière et de revenir c'est quelque chose qui est formalisé au BCG ? Alors, c'est complètement formalisé. Ça s'est fait complètement en discussion ici. Enfin, si d'abord le directeur associé a publié cette offre sur le réseau en envoyant un email à tout le BCG, c'est que c'est complètement admis et il y a plein de gens qui le font. On a même un site où on peut voir les offres de pause. Après, c'est faisable, c'est complètement entériné. De là à dire que c'est courant, je suis pas sûre que tant de gens le fassent que ça. Et c'est dommage parce que, en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de m'aérer et de revenir avec encore plus d'élan et d'envie qu'au moment où j'étais là. C'est une vraie pause pour mieux repartir. Alors Julie, toi tu travailles de manière un petit peu particulière, c'est ce qu'on appelle le 80%. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'est ce dispositif et pourquoi tu en bénéficies aujourd'hui ? Moi, je travaille à 80%, ça veut dire qu'il y a un jour par semaine où je ne travaille pas. Ça peut se faire de plusieurs manières. Moi, j'ai choisi que ce soit un jour par semaine. Certaines personnes préfèrent juste avoir un plus grand nombre de jours de vacances à poser dans l'année. Moi, je le préfère de manière régulière et récurrente. Donc, je fais ça, moi, depuis 5 ans aujourd'hui. Et c'est arrivé parce qu'à un moment, j'ai senti qu'on était dans des rythmes avec des projets assez intenses et j'arrivais plus à gérer dans la semaine les choses personnelles que je pouvais avoir besoin de faire, même des trucs, c'est bête comme exemple, mais gérer de l'administratif entre 9h et 17h, ça marchait plus quand j'étais sur des projets où j'étais en réunion non-stop de 8h le matin à 18h le soir. Et à un moment, moi, ça me convenait plus, en tout cas, d'être en stress, de me demander quand est-ce que je pourrais faire ces choses-là. C'est un dispositif qui se développe beaucoup à partir du rôle de chef de projet. Et donc, j'ai émis ce souhait-là et j'en ai discuté avec ce qu'on appelle mon CDA, donc c'est mon partenaire, mon directeur associé référent pour les sujets de développement de carrière, de ressources humaines, ainsi de suite. Et dans le mois qui suivait, je finissais mon projet et le suivant partait sous ces conditions-là. Et depuis, j'en suis jamais revenue puisque c'est devenu une vraie condition de mon équilibre. Moi, c'est le double effet qui se coule, comme je dis toujours. Tu as 4 jours de travail et 3 jours de week-end, donc tu as quasiment autant des deux. Moi, c'est ce qui me permet de tenir dans la longueur, dans la durée au BCG parce que j'ai un vrai équilibre vie pro, vie perso. Et ça a pris encore plus de sens depuis que j'ai eu des enfants. Moi, je l'ai choisi de l'avoir pour l'instant le vendredi puisque mes enfants sont petits. Mais le jour où ils iront à l'école, si ça doit être le mercredi pour pouvoir passer cette journée-là où ils ne sont pas à l'école avec eux, je sais que ce sera complètement faisable. Donc ça, c'est pour moi un truc hyper différenciant de l'offre BCG.
Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi qui te plaît le plus dans ton travail ? La liberté et la variété. La liberté pour le côté autonomie. Alors, t'es jamais seul en fait. Tu travailles, on te fait confiance, tu donnes une direction, une impulsion. Tu vois toute ton équipe qui suit, qui développe ton idée en puissance 10 000. Moi, je trouve ça fou. Ce que les consultants sont capables de faire d'une idée que tu as, d'une proposition, comme ils la démultiplient. Donc, le côté vraiment la liberté, voilà, c'est génial qu'on te fasse autant confiance et que tu puisses porter autant de sujets. Et la variété, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, le sujet de la sustainability est hyper riche d'un secteur à un autre, d'un sujet social à un sujet environnemental. Et du coup, tu passes d'un projet à un autre, tu passes d'un projet où tu es 100% sur un sujet climat dans la banque à demain, tu pars faire un sujet qui est environnement et social dans le luxe. Et en fait, du vendredi au lundi, tu changes complètement d'univers, de problématiques et tu repars pour 3, pour 4, pour 6 mois sur complètement autre chose. T'as vraiment jamais le temps de t'ennuyer. Et à l'inverse, qu'est-ce qui peut être un peu plus difficile selon toi ? Le côté imprévisible a ses avantages et ses inconvénients. C'est un peu ça va paraître bateau, mais c'est un peu le défaut de la qualité. Quand je te dis la variété, c'est aussi le côté hyper imprévisible et t'as un projet qui devait partir. Tu commences à structurer les choses, finalement il y a un retournement, le client est pas prêt ou je sais pas. Tout ce que tu as commencé à mettre en place est mis en pause, ça reviendra dans 2, dans 3 semaines et ce sera peut-être plus toi parce qu'en fait toi tu seras peut-être parti sur autre chose. Donc t'es jamais complètement dans une zone de confort où tu te dis voilà, je sais ce qui va se passer à 2, à 3 ou à 6 mois, donc tu t'ennuies pas. Mais parfois tu peux être un peu plus bousculé en tout cas. Aujourd'hui, tu as 2 enfants. Bon, je vais te poser une question assez classique, assez bateau. Comment on concilie la vie pro et la vie de famille quand on est maman ? On jongle, il faut pas se mentir, hein. C'est pas tous les jours facile. Je dirais 2 choses. D'abord, je trouve que les 2 dernières années, le développement du télétravail, ça a été en tout cas pour moi, une vraie aide parce que ça m'a permis de pouvoir me dire ok, ce matin c'était plus difficile ou la nounou est en retard ou je sais pas quoi, je peux commencer en faisant de la maison et je suis pas la seule et ça met rien en péril. Les équipes sont habituées à travailler en distance, donc c'est pas ce que tu fais 100% du temps, mais ça donne beaucoup de flexibilité et tout le monde s'est habitué à voir les gens travailler de manière hybride. Donc moi en tout cas ça m'a vraiment facilité mon quotidien. La deuxième chose, et c'est presque en fait la première, en tout cas en termes d'importance, pour moi, c'est que ça marche. Au global, ça tient aux limites que toi tu mets. Je dis pas que tes limites, elles sont tout le temps 100% respectées. Il y a un certain nombre de fois où il faut faire des compromis. Mais c'est à toi d'être très clair sur ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, ce qui te convient dans le rythme. Moi, j'ai envie de voir mes enfants le soir pour les coucher. Il y a des gens qui préfèrent les avoir le matin et c'est pas très grave de rentrer tard. Moi, je préfère passer 1 heure avec eux le soir, les voir pour leur donner leur bain, les coucher et s'il faut rebosser 1 heure après. Il y en a d'autres qui préfèrent faire autrement. Tant que tu trouves un moyen qui ne pénalise pas tes équipes dans leur rythme et qui te convient à toi, moi c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Mais c'est à toi d'imposer ces limites-là et de dire non, je suis désolée, moi je prendrai pas de call, sauf si c'est vraiment critique et nécessaire. Je vais pas prendre de réunion en interne entre 19h30 et 20h30, c'est l'heure où je suis occupée avec mes enfants. Et s'il y a quelque chose d'important, vous m'appelez, sinon je regarderai pas mes emails à ce moment-là et je reprendrai après. Mais c'est la limite que moi je me fixe, c'est pas le système qui spontanément me la propose. Donc si toi tu le proposes pas, tu l'imposes pas plutôt, ça marchera pas. C'est la même chose pour le 80%. Moi je travaille pas le vendredi. Je le faisais déjà avant d'avoir des enfants pour moi, maintenant c'est pour m'occuper d'eux. Si je décide pas d'imposer, de dire non, je suis désolée, si vous vouliez faire cette réunion ce jour-là, très bien, mais ce sera sans moi. Si tu dis pas ça, la réunion elle va avoir lieu le vendredi et toi tu vas aller y travailler. Donc il y a des fois où c'est très important et tu fais des exceptions, tu t'organises, mais c'est à toi de poser tes limites pour que ça marche. Et qu'est-ce que tu retiens de ton parcours ? Quels ont été, avec le recul, les moments les plus forts de ta carrière jusqu'ici ? Je crois que un des moments les plus forts, ça a été mon passage, ma promotion de consultante à chef de projet. Comme je te disais, moi, ma première année au BCG, je l'ai trouvée difficile. Je me suis remise beaucoup en question. Je me suis demandé si c'était pas une erreur de recrutement, qu'est-ce que je faisais là. Et en fait, au bout des 2 ans et quelques, être promue chef de projet, je me suis dit c'était pas une erreur de recrutement. Donc le BCG s'est pas trompé. Et surtout, je me rappelle, un des directeurs associés qui était mon référent RH quand j'étais consultante m'avait dit « Mais tu seras bien meilleure chef de projet que consultante ». Il était visionnaire là-dessus, je me rendais pas compte, mais en fait, le passage pour moi au statut, au rôle de chef de projet, ça a complètement changé ma vie. Enfin, le travail n'est pas du tout le même et je me suis éclatée comme jamais sur ce rôle-là.
Le fait d'emmener une équipe, moi j'adore ça en fait, le côté management. Je te dis, tu donnes une idée, tu vois ce que tes consultants en font, mais moi j'ai jamais été une consultante aussi bonne qu'un seul de ceux que j'ai gérés. Tu leur donnes, tu structures une idée, tu commences à réfléchir avec eux. Ils reviennent avec une demi-journée, une journée après, ils en ont fait un truc incroyable. Donc voir comment d'une idée quelque chose se structure et tu construis dessus, t'échanges, tu tapes la balle avec les gens. Et puis tu les vois grandir. Moi, j'adore avoir des consultants et les retrouver 6 mois ou 1 an après sur un autre projet, voir qu'ils ont appris à se développer, qu'ils ont pris de l'assurance parce qu'ils ont eu plusieurs autres chefs de projet et les voir grandir. Moi, ça m'éclate en fait. Donc pour ça, je trouve ça génial. Et puis tu es encore plus exposé dans la relation client, dans la réflexion de comment est-ce qu'on peut les aider, qu'est-ce qui est vraiment utile pour eux. Tu réfléchis vraiment par l'impact et pas juste est-ce que j'ai coché ce qu'on m'a demandé de faire. Donc voilà, pour tous ces... Et puis pour l'aspect, ce que je te disais tout à l'heure, la liberté et la responsabilité. Vraiment, ça n'a rien à voir. Comment est-ce que tu envisages les prochaines années? Quelles sont tes envies et quels sont tes projets pour la suite? Ça, c'est un peu la question piège au BCG, puisque tu dois avoir un peu une vision et en même temps, tu vis de l'imprévisibilité. Donc, tu vois, il y a 3 ans, je ne pouvais pas me douter que Sustainability allait autant se développer. Donc, je vais juste espérer que ça continue à aller dans ce sens-là et qu'on continue à faire plein de projets en Sustainability, continuer à développer des équipes là-dedans, à faire des projets vraiment impactants pour les clients. Et puis pour la société, si on peut dire, modestement. Donc je ne sais pas exactement où est-ce que je serai ni ce que je ferai dans 3-4 ans, mais je sais aussi qu'avec le BCG, on a quand même pas mal de modèles de flexibilité. Le 80%, partir faire autre chose, prendre des congés maternité à rallonge quand tu as envie de prendre du temps. Donc je me dis juste que même si je ne sais pas ce que je veux aujourd'hui, j'exclus pas qu'il y a un moyen de le faire quand je serai au BCG. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce témoignage vous a permis de mieux comprendre le métier de consultante, la culture de l'entreprise et pourquoi pas de vous projeter vous aussi dans une carrière dans le conseil au BCG. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour les prochains épisodes.